ce modèle est à perpétuer dans toutes les communes du Sénégal. Donc, ce modèle est un modèle très pratique et essayer de dire à nos gouvernements de créer des champions, que ce soit du côté de la Mauritanie comme du côté du Sénégal, de créer des champions au niveau national, de créer des champions pour qu'ils puissent mettre en œuvre des fermes de grande capacité de production agricole, même si une partie est destinée à l'export, mais une autre partie sera destinée à la production locale. Donc ce modèle-là est un modèle très pratique qu'on peut pouvoir faire dans les autres communes du Sénégal. Donc il y a pas mal d'entreprises du côté de la Mauritanie qui sont en train de s'activer sur ce même modèle-là dans la zone de Kermassen, parce que je travaille avec des entreprises agricoles au niveau de la Mauritanie, des grandes fermes comme Sadran, SMDDR et autres. Mais le problème majeur qu'ils sont en train de rencontrer dans cette zone, c'est la main-d'œuvre. Parce qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour faire les travaux agricoles. Donc d'où l'utilité de demander à nos États de stopper et de trouver des solutions à l'immigration clandestine. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs sénégalais qui sommes au Sénégal, nous traversons jusqu'en Mauritanie pour aller faire le business là-bas. Mais le problème majeur qu'on trouve sur le terrain, c'est la main-d'œuvre. On n'a pas de jeunes qui sont dans ces zones qui puissent faire le travail correctement. Donc c'est des choses à trouver des solutions. Et que voilà, pour le côté de transformation agricole, il faut que nos États aussi sachent que pour transformer le secteur agricole, il faut au préalable connaître comment préparer les sols pour avoir de rendements meilleurs. Parce que ça, c'est un problème. Quels outils sont nécessaires pour faire quelle culture? Donc, tous ces paramètres-là, on doit les prendre en compte. On doit les mettre dans la transformation du secteur agricole pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est très important pour nous qui sommes dans le secteur privé national que l'État nous donne des opportunités de travailler avec les institutions financières, de travailler avec les institutions nationales qui sont là, qui délivrent certaines facilités aux entreprises nationales et de nous faciliter aussi le corridor entre la Mauritanie et le Sénégal pour que quand on se déplace de la Mauritanie et du Sénégal, le risque sur la route et les barrières douanières soient réduites. Donc tous ces éléments-là, c'est de les prendre en compte aussi et en considération. Pour ne pas monopoliser la parole et pour ne pas dire beaucoup de choses, il faut nécessairement que les deux États mettent ensemble des politiques agricoles qui va permettre aux deux secteurs privés d'avoir des zones de libre-échange où on peut vendre nos produits, que ce soit l'oignon, la tomate, les produits périssables, qu'on puisse les vendre, avoir un marché commun, qu'on puisse les vendre entre nos deux États, parce qu'on a un déficit énorme dans le secteur horticole. On est obligé d'importer beaucoup de produits
horticole. Donc, et je vois des entreprises qui produisent dans le secteur horticole et qui l'exportent en Europe. Donc, si on essaye de vulgariser, essayer de mettre en place un marché commun entre les deux pays, ça va nous permettre d'accéder très rapidement à des facilités entre ces différents acteurs du secteur privé et ces différents partenaires. Donc, je voudrais m'en limiter là. S'il y a des choses. Merci, M. Diassé. Je pense que le modèle QVS est un modèle qui commence en tout cas à intéresser beaucoup de maires, avant même de parler un peu en dehors du pays. Je pense que le ministre de l'Agriculture a visité un peu cette ferme il y a cela quelques semaines. C'est une ferme qui est assise à Morona. Je pense qu'il crée beaucoup d'emplois autour de 2000. Et je pense qu'il est bâti sur peut-être un peu moins de 1 millier d'hectares, c'est ça, non? 450 hectares, avec un investissement, je pense, qui est en deçà de 100 milliards. Voilà, pour créer 2000 emplois, mais avec la particularité, en tout cas, de faire travailler tous les jeunes de la commune. Ça, je pense que c'est des modèles, en tout cas, dont il faut se féliciter et qu'il faut également vulgariser donc, sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est un choix qui n'est pas fortuit parce que si nous parvenons à peut-être faire tout cela alors qu'il faut peut-être aller chercher l'eau à 250 voire 300 mètres de profondeur, si la vallée du fleuve Sénégal nous offre en tout cas de l'eau à suffisance, avec des terres irrigables de plus de 300 000 hectares, c'est dire qu'il y a des opportunités qui sont immenses. Maintenant, il y a aussi des contraintes, comme il l'a indiqué, soit c'est des contraintes logistiques, soit c'est des contraintes de marché, soit c'est des contraintes d'accès au financement, ça aussi il faut en parler. Et pour parler peut-être de ces contraintes liées au financement, nous avons le plaisir en tout cas d'avoir sur ce plateau, sur ce panel, M. Pape Moudingaï, qui est directeur général de BCI Sénégal, et de M. Mohamed Baro, qui est l'administrateur chargé des affaires internationales de la IBM Mauritanie. Quelqu'un a parlé tantôt un peu des difficultés d'intégration un peu monétaire. Bon, nous, du côté du ministère de l'Agriculture, je pense qu'on a un peu souffert et on continue d'en souffrir ces dernières années. J'ai parlé tantôt un peu des importations de bétail de la Bretagne. Si nous prenons l'année passée, c'est autour de 18 milliards, au minimum. Si vous importez 180 000 têtes, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire à moins de 18 milliards. Et souvent, c'est des opérateurs mauritaniens qui traversent d'énormes difficultés, parce qu'ils viennent ici, avec souvent la liquidité, et se pose un problème en tout cas de disponibilité des institutions financières pour prendre en charge en tout cas tout ce qui est transactions financières. Je pense que ça aussi c'est une problématique, je pense qu'il va falloir adresser. Un des intervenants a parlé de la nécessité d'avoir les deux responsables des banques centrales pour en discuter, mais je sais que c'est une problématique qui en tout cas touche toute l'économie, y compris l'agriculture. Peut-être que nos deux panélistes pourront peut-être en parler davantage et nous proposer également des solutions. Donc j'ai peut-être souhaité donner la parole à M. Ndiaye et peut-être à sa suite donner aussi la parole à M. Barreau avant d'ouvrir les discussions autour des différentes interventions qui viennent nous être présentées. Donc M. Ndiaye, vous avez la parole. Merci M. Mbaye. Bonjour à tout le monde. Je suis Pape Moudingaï, directeur général de la banque BCI Sénégal, filiale de la banque, succursale du moins de la banque BCI Mali, qui est même filiale de la BCI Mauritanie, donc première banque mauritanienne à l'international. Avant de
présenter nos interventions dans les chaînes de valeur des produits agricoles. Remercier d'abord les organisateurs au nom du président M. Issel Moutajidoune et l'ensemble des... Voilà, remercier donc les organisateurs de ce forum au nom du président du groupe BCI, M. Issel Moutajidoune, et au nom de l'ensemble des administrateurs du groupe, donc d'avoir associé BCI à ce forum en invitant donc ces deux institutions, déjà la BCI Sénégal, en lui permettant d'échanger dans un panel, et BCI Mauritanie, donc qui a aussi fait le déplacement sur Dakar, une forte délégation de haut niveau, donc composée de Mme Fall, actionnaire fondateur et administrateur du groupe BCI, Monsieur le directeur général, Monsieur Dédé Tajidi, directeur général de la banque BCI Mauritanie, Monsieur Camara, conseiller du président du groupe, et Monsieur Abdi, directeur d'exploitation. Pour vous présenter un peu le sommaire de notre intervention, portera sur essentiellement 5 points. J'essaierai, M. Mbaye, de tenir les délais de 5 minutes. Ça ne va pas être facile, mais bon, enfin, j'avais préparé quelques éléments. Donc, ce serait sur 5 points. Donc, déjà, faire une petite présentation de la BCI. Je ne ferai pas de publicité, ce sera juste une présentation institutionnelle. Et j'espère qu'après la présentation, vous viendrez ouvrir des comptes chez nous, et nous sommes très friands des dépôts. Et je pense que quand je regarde la salle, j'ai quand même un potentiel de déposants qui peut être assez intéressant pour l'institution. Et ensuite, présenter donc l'intérêt que nous, banquiers, portons sur le financement et le développement de l'agriculture malgré les entraves dont a parlé M. Mbaye, dont a parlé Adja et dont a parlé mon Madi. Présenter l'approche de la BCI sur le financement du secteur agricole, et notamment les innovations que nous avons intégrées dans notre approche, et donc notre vision sur le financement de toute la chaîne de valeur, intégrant donc les innovations donc permises par le développement de la technologie. Donc assez rapidement, donc présenter la BCI Mauritanie, c'est aujourd'hui une des principales institutions financières donc, du pays, qui a été fondée en 1999 par un éminent entrepreneur mauritanien, M. Issel Moutajidoune. Nous avons démarré nos activités en 1999 et depuis lors, la banque n'a cessé de croître. Si l'on regarde les critères bancaires classiques, de total de bilan, ils ont été multipliés par plus de 11 depuis le démarrage. Les postes qui touchent à la solvabilité, le capital social, les fonds propres ont été multipliés aussi quasiment dans les mêmes proportions. Nous attachons un grand intérêt au respect des ratios, je dirais, réglementaires, donc, qui sont structurellement respectés, d'ailleurs même aussi bien en Mauritanie que dans toutes les autres filiales. Une politique de proximité avec des ouvertures d'agences. En Mauritanie, nous sommes présents sur tout le territoire, plus de 16 agences, et les filiales de la Mauritanie aussi ouvrent des agences, ce qui fait que vous le totalisez, nous sommes à peu près plus d'une trentaine, et ce chiffre ne fait qu'augmenter avec les ouvertures prochaines d'agences prévues pour le Sénégal, notamment par loin de la frontière, sur Saint-Louis. Nous avons une ouverture qui est en cours. Donc, ce succès a conduit notre président à regarder l'international et donc à s'implanter dans un premier temps en Mauritanie, c'était en 2007. Ensuite, en Guinée, et après avoir fini d'entourer le Sénégal, c'est qu'en 2015, donc, il a ouvert la filiale sénégalaise. Donc, en tout cas consacrant la place de la BCI Mauritanie incontestablement à la première place des banques mauritaniennes les plus internationales. La banque, notre notoriété, les valeurs véhiculées et vécues même par notre président, qui sont donc des valeurs d'éthique, de transparence, nous ont permis de nouer aussi des relations internationales avec des correspondants de très haut standing, parmi lesquels on peut citer les quasiment plus grandes banques européennes ou nord-américaines. Je ne citerai pas de nom particulièrement, mais bon, si des noms vous viennent à l'esprit,
probablement, elles font partie de nos correspondants. Et ces banques aujourd'hui nous donnent un accès pour notre clientèle à l'international, donc pour toutes leurs opérations de commerce international, qu'il s'agit de transferts, qu'il s'agit de crédits documentaires que vous voulez importer ou exporter. Donc, je vous invite à visiter notre site. Donc, l'adresse est www.bci-bank.com. Donc, pour avoir plus d'informations. Et comme je dis, surtout, de venir chez nous, ouvrir des comptes. Nous serons heureux de vous compter parmi notre clientèle. Quel intérêt pour l'agriculture? Souvent, j'aime bien taquiner mes amis qui sont dans le pétrole, en leur disant que vous avez l'or noir, mais dans la vie, il n'y a pas que l'or noir. Il y a l'or jaune et il y a aussi l'or vert. Et pourquoi moi j'aime l'or vert? Et l'or vert, je l'assimile à l'agriculture. L'or noir est tarissable. Les spécialistes du pétrole vous diront un gisement, il a une durée de vie, il s'épuise. L'or vert, a priori, il est intarissable. Et nous, les banquiers, nous aimons bien financer ce qui est intarissable parce que ça permet de stabiliser nos revenus et ça porte notre croissance. Et c'est cet intérêt, entre autres, donc, qui nous a conduit à avoir un intérêt particulier pour le secteur agricole et aussi toutes les retombées économiques que peuvent avoir dans une économie une puissance agricole. On ne va pas aller chercher loin. Regardons la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fait le succès ou le développement de la Côte d'Ivoire? C'est l'agriculture. Ils ont eu la chance d'avoir un président qui était un agriculteur, qui a investi dans l'agriculture et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, nous voulons apporter notre modeste contribution à ce mouvement d'accompagnement de l'agriculture pour que les bénéfices retombent sur nous. Adja l'a dit, ça peut maintenir les jeunes, ça crée des emplois, ça crée de la richesse, ça maintient nos économies. Une problématique tout à l'heure de transfert entre pays a été posée, il y a des contraintes de devises. Quand vous avez une agriculture qui se développe, c'est bénéfique de manière générale pour l'économie. Quelque part, donc, c'est ce qui a aujourd'hui conduit à l'intérêt que nous avons à accompagner le secteur agricole. Et aussi le Sénégal a des atouts sur ce point-là. Une main-d'œuvre disponible, on a dit beaucoup de jeunes. La dame de la Banque mondiale hier a montré la pyramide des âges. 75% de la population autour de 25 ans. C'est une main-d'œuvre disponible. C'est des potentiels emplois. Des facteurs géophysiques qui nous sont favorables, de la terre, des terres arables. Deux fleuves, un qui longe le pays, un autre qui traverse le pays, le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Une croissance démographique qui a comme corollaire l'émergence d'une classe moyenne qui est consommatrice et qui recherche des produits de qualité. Le développement d'un secteur industriel alimentaire, c'est important. Au Sénégal, émerge un secteur d'industrie alimentaire qui n'est pas négligeable, composé de PME et composé aussi de quand même, je dirais peut-être pas de grandes entreprises, bon, vous savez, grandes, ça dépend de l'échelle, mais en tout cas d'industrie de taille importante. Donc, qui réalisent aujourd'hui un chiffre d'affaires significatif et qui sont utilisatrices de matières premières cultivées et cultivables au Sénégal. Donc, ils sont à la recherche aujourd'hui de fournisseurs capables de livrer régulièrement des produits agricoles qui seront transformés et commercialisés sur le marché national. J'aperçois mon ami Chertigan ici, qui est quelque part dans cette dynamique, donc qui est dans la tomate, qui est dans la vallée, qui collabore avec des agriculteurs en tomates, qui les vendent, qui transforment et qui vendent. Et bien entendu, les banques entrent dans les circuits par des financements éventuellement de campagne, non en direct pour lui, ou éventuellement en faveur des agriculteurs. Donc aussi le développement de la grande distribution, on le voit, les magasins, les grandes enseignes internationales qui ont de l'intérêt pour le Sénégal, qui viennent. Je ne citerai pas de nom, je ne vais pas faire de publicité, mais donc tout le monde sait de quoi je parle. Et éventuellement, déboucher pour les marchés extérieurs si vous avez une production qui, une fois avoir satisfait le marché local, peut être exportée. Donc, quelle approche on a définie? C'est une approche stratégique, suite donc à l'intérêt que nous avons perçu d'accompagner l'agriculture. Nous ne sommes pas des agronomes. C'est un métier technique, il faut le connaître. Et nous n'avons pas de compétences. Quelle a été notre approche? Dans un premier temps, nous avons identifié les programmes
défini par l'État du Sénégal, destiné à l'agriculture. Ça nous permettait d'adresser ce qu'on appelle le risque de compétence. Donc nous ne pouvons pas aller à l'aveugle. Donc déjà, la configuration de notre banque est je dirais, une contrainte parce que nous ne sommes pas dans tout le pays. Donc nous avions besoin d'identifier des acteurs qui pourraient compenser ces handicaps-là. Donc nous avons identifié un ensemble de programmes mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner les agriculteurs. Et nous nous sommes greffés en disant, dès l'instant où vous avez des agriculteurs qui sont éligibles aux critères fixés par ces programmes, nous serons disposés à les financer. Ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, donc déjà sur l'assurance qu'ils exercent cette activité, ils ont un endroit où la spéculation est cultivée. Et donc nous sommes disposés à accompagner à les financer et articuler nos financements, bien entendu, avec des mécanismes de couverture de risque, donc d'un pays, éventuellement, donc ils sont constitués de fonds de garantie. Mais cette approche, quelque part, laissait de côté quand même beaucoup de points en suspens qui ne nous satisfaisaient pas, parce que nous avions quand même besoin d'avoir du suivi, une meilleure cartographie de nos clientèles, disons des bénéficiaires de nos crédits, un profilage des bénéficiaires. Et ce qui fait que ces insuffisances nous conduisaient à limiter le financement en faveur des... Donc nous en faisons, mais c'est des montants quand même assez modestes. M. Mbaye l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le potentiel sur le riz, on parle de 326 milliards qui sont importés. 326 milliards, moi je préfère de loin le donner à des agriculteurs sénégalais qui produisent le riz au plan national, qui alimentent le marché national et éventuellement l'exportent vers la Mauritanie, au lieu de le payer à l'étranger. Donc, dans la recherche, nous avons identifié certains partenaires qui pourraient nous aider à compenser ces insuffisances d'importation qui étaient pour nous des facteurs de risque. Comment faisons? Aujourd'hui, la technologie évolue. Elle évolue et elle vous permet de vous mettre à disposition des données terrain que vous pouvez exploiter très utilement sans avoir besoin d'être forcément présent. Ça m'amène à parler de l'agrotech en fait. Donc c'est la composition de l'agriculture et la technologie. Donc dans notre dynamique d'amélioration de notre approche de financement, nous avons identifié un partenaire donc, qui aujourd'hui nous met à disposition une plateforme digitale qui nous permet aujourd'hui, une fois qu'un agriculteur est identifié, d'avoir le maximum d'informations concernant son identification. Donc, ça part déjà de la cartographie de son exploitation. Nous avons des données GPS, nous savons exactement où il est. Nous avons un profilage, nous pouvons disposer du profilage de cet agriculteur. Quand je parle de profilage, je parle donc de son adresse, lui en tant que personne physique, donc c'est très souvent le principal animateur, l'adresse de l'entité juridique qui serait bénéficiaire du crédit, la localisation, donc voilà, c'était lié à la cartographie dont je parlais tout à l'heure, l'estimation de ses actifs, les tracteurs, etc., etc., un compte de résultat, en tout cas un ensemble de données qui nous permettent, nous, de statuer sur sa demande de prêt. C'est déjà des éléments qui améliorent sensiblement notre connaissance du bénéficiaire de ce crédit. Autre point aussi, autre information disponible par ces moyens technologiques. D'accord, donc on me signale que j'ai consommé plus que le temps nécessaire. Voilà, donc un système donc, qui nous permet aussi un suivi de la campagne financée. Depuis la préparation des sols, la mise en culture, le suivi de développement jusqu'à la récolte. Disons, les critères liés, les solutions liées à la protection de l'agriculteur donc face à des aléas climatiques. Donc aujourd'hui, l'approche écosystème, c'est de dire que si nous voulons le financer, il devra souscrire à des assurances agricoles. Et nous
associons, nous articulons à cet accompagnement les fonds de garantie dont je parlais tout à l'heure. L'État, le Sénégal, aujourd'hui, peut bénéficier quand même très utilement de ces mécanismes. Il y a des montants significatifs qui sont disponibles. Je parle du FSA, le Fonds de solidarité africain, je parle de Africa Guarantee Fund, AGF, et je parle même des mécanismes propres de garantie de l'État. Tout ça là additionné, c'est beaucoup d'argent qui peuvent être mobilisés, et on parle de plus d'une centaine de milliards de francs CFA. C'est des choses qui sont là, qui sont disponibles. Il faut maintenant trouver les formules, les acteurs, par exemple, j'ai beaucoup écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation qu'a faite Modi tout à l'heure. C'est que on crée un écosystème, une chaîne de valeur et que tout le monde y adhère et que nous partageons ensemble, nous mitigeons au maximum les risques. Avant même de financer la campagne, l'approche est de dire que nous finançons même, disons, nous assurons le débouché. Nous avons des industriels qui sont là avec qui des contrats peuvent être signés. Nous avons des lignes, nous avons des clients qui ont des réseaux de distribution qui sont eux aussi prêts à signer des contrats. Donc on assure à l'agriculteur le débouché. Avant même qu'il ne sème la première graine, il a déjà tout vendu. Il a déjà stabilisé quasiment, disons, il a déterminé son compte de résultat, il sait a priori qu'est-ce qu'il va gagner. Et donc, les discussions, même la logistique nécessaire à la récolte, c'est des choses qui peuvent être discutées bien en amont. Et comme on vient avec le nombre, la capacité de négociation est plus importante. Donc, les prix les plus compétitifs peuvent être. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on peut articuler, donc qui peuvent aujourd'hui nous conforter. Si on est sûr que tout est en place, maintenant, aller sur des montants beaucoup plus importants et aller atteindre les 326 milliards. Donc, parce que moi, aujourd'hui, j'espère que dans la salle, nous sommes les seuls banquiers, je n'ai aucune envie de partager cette manne. Donc, je vous le dis, les choses devront rester entre nous. Si vous envoyez-nous à la BCI, nous, on peut trouver la formule pour les accompagner. Pour finir, est-ce que la Mauritanie peut en bénéficier? Je dis oui. J'ai apporté quelques illustrations, notamment c'est pas grave. Donc c'est des photos satellites qui sont disponibles sur la plateforme. Elles vous permettent de voir l'état d'avancement éventuellement disons des surfaces, parce que ça aussi ça doit être possible sur des cultures ouvertes, en fait, je dirais. Par exemple, si c'est des serres, ça peut être plus difficile. Par exemple, si on prend des spéculations comme le riz, avec le satellite, vous pouvez voir depuis la préparation du sol jusqu'à l'évolution. Et par exemple, je voulais l'illustrer parce que on a une photo satellite que nous a mise à disposition notre partenaire, le satellite est positionné sur la vallée. Et donc, vous voyez, l'état d'avancement du côté de la Mauritanie était beaucoup plus satisfaisant que l'état d'avancement des cultures du côté du Sénégal. Et donc, vous pouvez le suivre comme ça jusqu'à la fin du truc. Donc, si effectivement on voit le Sénégal, dans la vallée, on voit la Mauritanie. Donc, la solution aujourd'hui, elle est tout à fait opérable, aussi bien au Sénégal, aussi bien aussi du côté du Sénégalais que du côté de la Mauritanie. Voilà. Donc, c'était en résumé un peu notre approche pratique, voilà, que nous avions, intégrant pour le thème du jour, voilà, donc l'innovation. Donc, c'est surtout les innovations permises par la technologie sur le financement des filières agricoles. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Ndiaye. Un mot qui cache un autre. Hein. Celui-là est beaucoup plus financier. Et je pense que c'est M. Si vous a, le directeur, le DG Si vous a suivi avec beaucoup d'attention parce que je sais qu'il a une filière qui lui tient à cœur, c'est la filière tomate, mais qui souffre aussi des problèmes de financement. Une filière qui est vraiment intégrée, vraiment, on a des usines qui sont là, prêtes à transformer et qui ne cherchent que des tomates fraîches. Nous avons des terres de l'autre côté, des agriculteurs qui ne cherchent que du financement pour faire aussi de la tomate fraîche. Donc il n'y a que vous qui manquez un peu dans ce maillon. Donc fort heureusement que vous manifestez en tout cas toute la disponibilité de votre banque pour accompagner, parce qu'il faut dire qu'au Sénégal, en tout cas jusqu'ici, on a beaucoup plus senti la banque agricole
dans l'agriculture plus que les autres banques. Il est vrai que c'est un secteur aussi qui présente des risques, mais comme vous l'avez si bien indiqué, je pense que si nous mettons à contribution, en tout cas, des outils innovants, si nous mettons à contribution l'assurance agricole, je pense que ce risque-là pour les banques pourrait être beaucoup plus amoindri. Donc sans tarder, je vais peut-être poursuivre avec M. Barou. Donc M. Barou est administrateur chargé des affaires internationales de IBM Mauritanie. M. Barou, vous avez la parole. Merci encore pour cette opportunité de m'adresser à cette séance. Et nous tenons aussi, avant tout de commencer en préliminaire, vraiment de remercier les organisateurs de ce séminaire et en particulier vraiment un remerciement appuyé à son Excellence l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie. Vraiment, il mérite un standing ovation ici pour tout le travail accompli, et j'espère que ce ne sera que le prélude à beaucoup de séances comme ça partout par ailleurs, parce que on voit que le public a répondu, la demande est là, l'attente est là par rapport aux besoins d'information, aux besoins d'accès aux décideurs pour pouvoir poser les problèmes et avoir des solutions aux problèmes qui sont posés. Tout ce que dit Pape Modi me touche particulièrement parce que la BCI, c'est ma première maison. J'ai commencé ma carrière à la BCI Mauritanie. J'y ai passé 10 ans de ma vie. Donc, je connais particulièrement ce qu'il dit et tout ce qu'il a présenté. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'entends tout cela. Merci encore pour ça. Maintenant, pour parler plus... en fait, aussi, j'ajoute que je suis aussi vice-président de la Fédération des institutions financières de Mauritanie. Donc, je peux parler pour toute cette profession aujourd'hui qui exerce dans ce métier pas facile, avec beaucoup de risques. Aujourd'hui, on parle des opportunités. Moi, je vais parler des contraintes qui sont posées aujourd'hui pour les opérateurs financiers pour l'accès au financement. La première contrainte que nous rencontrons aujourd'hui pour le financement, c'est le problème du foncier. Le problème du foncier est posé de manière criante dans nos pays parce qu'on ne peut pas avoir de financement s'il n'y a pas de foncier. Et là, il faut que ça, ce n'est pas le rôle des banquiers, c'est le rôle des États de régler ce problème-là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les 513 000 hectares à peu près en Mauritanie, je peux dire à vol d'oiseau sans avoir beaucoup de chiffres, même pas 10-15% de titres fonciers. On ne peut pas financer quelque chose qui n'est pas pérenne. Donc ça, c'est une contrainte qu'on ne peut pas surmonter si elle n'est pas réglée par ceux qui doivent la régler, c'est-à-dire les autorités compétentes pour cela. Ça, c'est la première contrainte à laquelle aujourd'hui les systèmes financiers font face aujourd'hui pour le financement du marché agricole. J'avoue qu'en Mauritanie, et particulièrement les banques que je connais, la participation et du crédit dans le portefeuille est très très faible. On finance très peu les opérations agricoles qu'on ne connaît pas très bien, sur lesquelles on a ces contraintes-là et sur lesquelles aussi on a un problème de mise à niveau des opérateurs pour qu'ils puissent amener des projets structurés et puissent être financés. Et ce qui nous pose le problème aujourd'hui aussi, du change aussi, du coût de l'argent. C'est-à-dire que la volatilité du taux de change, parce que nous sommes importateurs de tout ce qu'il nous faut pour produire. Nous importons les engrais, nous importons la semence, nous importons les matériels agricoles, et tout cela pose un problème à la fin. Et on se retrouve avec des coûts de production qui sont assez importants par rapport à la concurrence. Donc tous ces aspects-là doivent être réglés en amont pour qu'on soit plus compétitif dans la production. Donc pour qu'on soit plus productif dans la production. Donc il faut qu'on puisse définir aussi quel type de financement, quel type d'opérateurs nous voulons avoir. Si c'est des petits producteurs ou des grands opérateurs. Et ce n'est pas le même type de financement et ce n'est pas le même projet qu'on doit mettre.
Et on a aujourd'hui deux approches. Des fois, c'est des petits producteurs, des fois, c'est des gros producteurs. Et les gros producteurs, ils n'ont pas beaucoup besoin de financement. Ils viennent avec leurs moyens, ils viennent avec leurs projets. Monsieur l'administrateur sénégalais n'est pas d'accord. Je parle de ceux qui exploitent 5 000 hectares, 2 000 hectares, 3 000 hectares. Cela vient souvent, c'est des exploitants étrangers qui viennent avec leur financement et prennent beaucoup de terres et d'espace par rapport aux producteurs locaux. Et tout ça doit être réglé en amont. Nous avons aussi le problème aujourd'hui de l'accès aux données. M. Pape Mody a posé le problème qu'avec les nouvelles technologies, il y est possible d'avoir une visibilité beaucoup plus claire maintenant sur l'état d'avancement de la production, c'est-à-dire de savoir vraiment en l'état où se situe la production, si elle est à 20%, 30%, 40%. Parce que le suivi et l'accompagnement est le premier point essentiel pour les financiers aujourd'hui. C'est de pouvoir s'assurer que le promoteur a un projet viable, que le promoteur est d'une qualité suffisante pour exécuter ce projet et après cela, pouvoir le suivre et l'accompagner. C'est tout le processus sur lequel on avance pour qu'in fine, tout le monde se retrouve avec un projet viable et que la banque ne se retrouve pas avec un risque de défaillance du client. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui cette appréhension de financer ce secteur agricole. Et il y a des institutions, par exemple, chez nous, le Crédit Agricole qui finançait cela a disparu. Parce qu'ils se sont retrouvés avec un taux de défaillance extrêmement important. Donc le risque est extrêmement important dans le secteur agricole pour toutes ces raisons-là et pour aussi la qualité. Parce qu'on met toujours la faute sur le banquier. Mais le banquier, il est là pour financer, pour participer au financement de l'économie. S'il ne finance pas, il ne fait pas de l'argent. Donc il veut financer, mais ce qu'il importe, c'est d'avoir des bons projets. Des projets qui soient structurés et bancables, sur lesquels l'accès à l'information et aux données sont bien définis et bien présentés. Et c'est la même chose pour nous quand on discute avec les bailleurs institutionnels. Il faut que le dossier réponde à un canevas bien précis. Et ça, l'opérateur doit le savoir avant de venir présenter, parce qu'après on dit le banquier a refusé. Oui, il a refusé, mais pour diverses raisons qui sont pour lui objectives, mais pour vous qui ne répond pas à ces contraintes-là. Donc tout ça, c'est pour dire que vraiment, il faudra qu'il y ait une mise à niveau ou une plateforme de communication pour qu'il y ait une meilleure connaissance des outils des uns et des autres, surtout des opérateurs vis-à-vis de comment faire en sorte que le projet puisse être retenu par le financier. Et c'est ça le but ultime aujourd'hui. Parce que comme il a dit Pape Mody tantôt, les structures d'accompagnement existent. Il y en a, les institutions financières aujourd'hui sont très ont beaucoup d'appétit pour financer les projets agricoles. Parce que c'est un domaine qui touche le développement local, qui touche les populations in fine. Donc, il y a la ressource, elle est là, elle est accessible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à structurer tout cela et la rendre dans un package global qui puisse répondre aux besoins des uns et des autres, afin que les opérateurs in fine puissent avoir accès à ces financements. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu principal pour nous aujourd'hui, parce qu'on reçoit beaucoup aujourd'hui, que ce soit la Mauritanie ou le Sénégal, des produits venant du Maroc, surtout du nord, vers le sud. Pratiquement aujourd'hui, nous, demain en Mauritanie, si le Maroc n'approvisionne plus le marché, on se retrouvera avec beaucoup de difficultés par rapport au marché local. Et ça c'est un problème. Donc, l'enjeu pour nos gouvernants aujourd'hui, c'est d'arriver à cette autosuffisance alimentaire et à créer cet écosystème et cette chaîne de valeur qui permet de produire cet outil dont on a besoin en local et de ne plus dépendre et d'avoir ce développement endogène que nous voulons tous aujourd'hui. Pour le Sénégal et pour la Mauritanie, il y a ce problème qu'elle a posé tantôt, qui est le problème de la barrière
frontalière et qui est une contrainte majeure pour tout le monde, pour vous opérateurs. Et s'il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de financier, il n'y a pas de banquier. Donc, ça qui fait que toute la chaîne se retrouve grippée parce qu'il y a des petites contraintes un peu par-ci, par-là qu'il faut lever pour que toute la chaîne puisse fonctionner. Donc, c'est tout ça, c'est pour nous permettre de dire que nous sommes un tout. Chacun a besoin de l'autre. Nous, on ne peut pas travailler si vous ne travaillez pas. Donc, aujourd'hui, le principal outil du banquier, c'est la qualité, c'est le promoteur, c'est celui qui amène le projet et qui le propose au banquier. Sans ça, s'il n'y a pas le client, il n'y a pas le banquier. Donc, le client est celui qui fait le projet et qui le développe. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, pour trouver et surtout pour jouer le rôle de conseil et d'accompagnateur, en dehors du financier. Donc, pour ça, je m'arrête ici et je ne vais pas être plus long encore. Et merci encore pour cette opportunité. Merci, monsieur Barreau. Je pense que c'est un vrai banquier. Hein? Donc, oui. Mais je pense qu'il n'a pas tort de partager les contraintes que rencontrent les banques. Quelle que soit la bonne volonté, si le risque n'est pas mitigé, je pense que voilà, va encore demeurer cette grosse problématique de financement de l'agriculture. C'est comme ça que je l'appréhende. Bon, j'aimerais peut-être donner la parole à peut-être M. Si, qui va peut-être partager son expérience, lui qui est aussi bien présent un peu en amont qu'en aval. Et je pense que qui a travaillé aussi, qui a peut-être rencontré ces contraintes d'accès au financement, vous pourrez peut-être partager avec nous. On pourra peut-être à ça prendre deux à trois peut-être intervenants, parce qu'on nous signale que le ministre est déjà sur place. Et je pense que dans une dizaine de minutes, il va falloir qu'on clôture notre session. Bon, moi je vois une dizaine de mains qui se lèvent. Si chacun fait 30 secondes, on est à 5 minutes d'intervention. Si chacun fait 1 minute, on est à 10 minutes. Et c'est un peu beaucoup là. Du coup, pas de bonjour, les salam alaikum, questions directes ou contributions directes. Monsieur Si d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Chambay. Moi, je vais être très bref. J'ai été dans les deux côtés. J'ai été banquier, je suis agro-business maintenant, donc je connais un peu les problématiques dans les deux côtés. Une seule problématique qui est une contrainte majeure au financement de l'agriculture au Sénégal. Il faut qu'on arrête de financer des campagnes et qu'on finance des entreprises agricoles. Aujourd'hui, nous avons des contraintes majeures parce que nous sommes dans des approches filières où nous finançons des campagnes. Alors que les entreprises agricoles, si on veut qu'elles soient performantes, doivent travailler sur des cycles. Et quand je parle de cycle, ce n'est pas un cycle d'une campagne, mais un cycle à l'échelle d'une année, d'un exercice, un cycle à l'échelle peut-être même de 2 à 3 années. Et le problème que nous avons aujourd'hui avec les banques, surtout la banque agricole, qui est quasiment la seule banque qui finance, avec peut-être la BNDE, c'est qu'on est toujours dans une logique de financement de campagne. Et cela, je pense que c'est une contrainte majeure qu'il faudrait revoir. L'autre aspect, c'est les cycles d'exploitation au niveau des entreprises agricoles. Nous avons, tout à l'heure, M. Barreau disait que les grandes entreprises n'ont pas besoin de financement. Je pense que si. Lorsque nous démarrons une campagne, moi je prends un autre cas, vous démarrez un investissement où vous êtes à 5 km de la source d'eau, ou bien vous devez creuser 200 mètres pour avoir de l'eau, c'est un investissement lourd que vous devez faire. Ensuite, il faut avoir le temps de produire pendant que les échanges vont tomber. Tout cela risque de plomber votre exploitation avant même que vous démarriez. Donc nous avons besoin de l'État. Et l'intervention de l'État doit être ciblée en fonction des types d'entreprises, que ce soit des PME, que ce soit des grandes entreprises ou que ce soit des producteurs agricoles. Je pense que c'est cela qu'il faudrait peut-être revoir, changer de paradigme pour permettre aux banques d'être dans la même logique que la logique des entreprises agricoles. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup et je me réjouis de participer à ce forum très important. Alors, moi je vais directement évoquer la question de l'inéquité qu'il y a dans la production agricole, dans le domaine agricole. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le constat est que 80% des denrées alimentaires que nous consommons viennent de la production féminine. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est constaté que 62%, en tout cas sur ce que les données de la Banque mondiale nous ont révélé et de la FAO, que 62% des femmes actives aujourd'hui sont des employeurs de l'agriculture. On peut chahuter pour dire que l'agriculture est notre principal employeur. Et pourtant, quand il s'agit d'accompagnement dans ce secteur, les femmes ne sont pas vraiment représentées on ne sent pas vraiment l'accompagnement qui s'y est concernant les femmes. Pourquoi? Parce que nous sommes particulièrement issus de zones rurales et que la plupart des périmètres maraîchers qui sont cultivables sont occupés par des femmes. Mais en réalité, elles ne sont pas propriétaires de ces terres. Et ça, c'est une chose. Mais aussi, il y a un problème criard de matériel agricole. L'État, chaque année, injecte beaucoup en termes d'équipements agricoles, mais les femmes ne bénéficient pas réellement de ce type d'accompagnement. Comme l'a si bien dit le monsieur tout à l'heure, c'est des campagnes, voilà, des financements de campagnes et autres, et on ne sent pas vraiment les femmes dans ça. Et c'est un problème. Et on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans mettre en avant les femmes dans cette chaîne de valeur. Moi, ce que je voudrais, c'est que réellement qu'on puisse prendre en compte les préoccupations des femmes, parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de femmes, et forcément, il faut qu'on voit rapidement comment régler cette inéquité dans ce domaine. Merci. Alors, j'ai deux casquettes. Je suis la présidente du réseau dirigé par Moussokoro Mbaye dans la région de Sédhiou, et je suis l'actuelle directrice nationale de l'équité sociale. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum tout le monde. Bon, j'avais l'habitude de le dire, mais je ne l'ai pas dit depuis 2 ans. Tout ce que vous faites pour la jeunesse, sans la jeunesse, vous êtes contre nous. Aujourd'hui, j'ai galéré pour avoir la parole. Et je vois que la jeunesse est un peu à l'écart de ce genre de discussion. Et là, nous avons abordé beaucoup de sujets qui nous concernent, nous, la jeunesse. Je me nomme Babacar Yacoub Babou, le PDG de Mauritania Agricole, qui est une entreprise spécialisée sur la production rizière et l'élevage des poulets de chair. Et depuis 2021, je suis dans le domaine de l'agriculture. Certes que je suis logisticien, mais je me suis focalisé plus dans le développement local et le développement durable de mon pays, la Mauritanie. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec les banques. Parce que moi, en 2022, il y avait l'avancée du fleuve et j'ai perdu 6 hectares de production rizière. Et j'ai pris toutes mes documentations et je suis allé jusqu'à la banque pour demander, pour qu'ils puissent m'aider à me relever. Je ne demandais pas trop, j'ai demandé 2 millions de guillemets juste pour faire d'autres campagnes avant de rembourser la banque. Et jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, le banquier m'a regardé et m'a dit, boy, là tu ne peux rien avoir. Parce que je me dis que, non, de base, je me dis que parce qu'il y a ce manque de confiance envers la jeunesse africaine. Et c'est ce qui nous pousse à quitter
nos nations qu'on aime vraiment. Je pense que les banques devraient comprendre que les jeunes aussi, ils sont impliqués dans tout ce qui est les instances décisionnaires. Parce que vous êtes là aujourd'hui, demain c'est nous qui allons être là. Et demain aussi, ce n'est pas d'attendre demain, mais c'est maintenant qu'on devait préparer notre demain. Donc, juste pour vous rappeler que la jeunesse africaine est une jeunesse consciente et une jeunesse engagée, mais nous manquons vraiment des gens qui peuvent nous guider pour vraiment tirer le flambeau très haut. Et ça, c'est décevant pour nous, la jeunesse africaine. Merci beaucoup. C'est très bien, mais est-ce qu'il devrait aller voir les banques quand il a des sinistres comme ça? C'est les banques ou les assurances? Je pose juste une question. De base? Il n'y a pas... La Mauritanie n'a pas encore rectifié tout ce qui est les assurances pour les entrepreneurs. Et c'est compliqué pour nous, les entrepreneurs, aussi d'avancer avec ce genre de situation. D'accord, je comprends. Je vais de l'autre côté du fleuve, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est Madame Houley Matasao. Je suis une ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports de la période 2014-2015 de la République islamique de Mauritanie. Et je suis également directrice générale d'un centre d'affaires dénommé les Objectifs de développement durable de la Mauritanie, qui s'aligne au programme des Nations Unies à l'horizon 2030, qui ont été signés par les 193 membres des pays, des pays membres des Nations Unies. Bon, moi, ma question est la suivante. Depuis tout à l'heure, vous avez évoqué le volet financier, mais je n'ai pas vu le volet scientifique, ni écologique et environnemental. Alors c'est extrêmement important. Et je tiens également à féliciter l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie d'avoir initié cet important événement d'envergure qui devrait avoir lieu depuis fort longtemps, parce que entre la Mauritanie et le Sénégal, on peut même pas, la durée de vol n'atteint même pas 1 heure de temps. Et ce n'est pas logique depuis un bon moment, il n'y a pas eu cet approchement entre ces deux pays. Et d'autant plus, nous partageons également un grand projet panafricain. Il s'agit de la Grande Muraille Verte. Pourquoi ne pas évoquer le volet scientifique? Parce que ce qui a attiré mon attention, c'est la femme tout à l'heure qui parlait de du reboisement par des plantes, par des arbres fruitiers. Alors que normalement, des écosystèmes aussi sensibles et d'envergure qui ont été votés à l'échelle internationale, comme la Grande Muraille Verte de 7 000 km de large et de 15 000 km de long, qui ambitionne de restaurer 100 millions d'hectares de terre et de séquestrer 50 millions en carbone et de créer 10 millions d'emplois à l'horizon 2030, qui est un programme bien ficelé. Nous sommes à 5 ans de la fin des objectifs de développement durable du programme des Nations Unies à l'horizon 2030. Il est important et crucial que ces deux pays réunissent ces chercheurs scientifiques autour des botaniciens pour répertorier des sites dégradés. Moi, j'ai eu à visiter entre Simal, si je ne me trompe pas, et Niani, des espaces qui sont victimes de la déforestation. Et en Mauritanie également, j'ai répertorié un site pilote qu'on pourrait prendre comme site pilote pour atteindre les objectifs de développement durable, surtout le plus important, qui est l'objectif 2, pour éradiquer la famine et zéro faim à l'horizon 2030. Et ma deuxième question va pour le côté privé. Tout à l'heure, il y a un opérateur économique sénégalais qui disait qu'il y a un déficit de main-d'œuvre de la jeunesse qui refuse d'aller rejoindre le volet agricole. Et retenez cela aussi, il faut responsabiliser les jeunes, parce que la majorité des jeunes, c'est des maîtrisards en agriculture. On ne peut pas demander à un jeune président d'une association de venir cultiver. Mais moi, je suggérerais de travailler en consortium avec ces jeunes, et d'autant plus cela va leur permettre d'expérimenter leur expérience, aussi bien le volet environnemental pour la restauration des terres dégradées. Nous avons des terres arables victimes de déforestation. Ce n'est pas pour rien, à chaque fois, au sein de la vallée, nous avons la remontée du fleuve Sénégal. Cela explique l'érosion hydrique, parce que la ceinture verte a été dégradée à cause du reboisement. Maintenant, je suggérerais du côté mauritanien et du côté sénégalais d'organiser un autre forum
de volet scientifique afin de répertorier les espèces locales pour le reboisement. On ne peut pas reboiser d'une façon anarchique parce qu'un arbre fruitier. Et le troisième volet, parce que je ne peux pas être longue parce qu'on n'a pas assez de temps, mais il va falloir que le troisième volet est extrêmement important. Excusez-moi. Le troisième volet, c'est l'étude d'impact écologique et environnemental pour les investissements lourds. C'est extrêmement important aussi de répertorier des sites vulnérables pour les investissements, aussi bien qu'au volet agricole, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur un écosystème fragile et vouloir mettre là-bas un investissement. Il va falloir mettre en place une étude d'impact écologique, environnemental et social. Et je vous remercie. C'est Madame Houleye Matassao, je suis une ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports Mauritanie. Et je salue de passage le président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, qui a demandé aux décideurs mondiaux lors de la COP26, il avait invité aux décideurs mondiaux de faire la Grande Muraille Verte d'une priorité mondiale. Et je vous remercie. Je vais devoir aller de l'autre côté. Je vais donner à ce monsieur-là. Maintenant, dans l'affaire Béfiganek. Bon, pour ne pas trop parler, monsieur Ndiassé, je vous remercie très bien parce que vous avez parlé de Morolan avec les Hollandais. Bon, par contre, monsieur Barrault, il a souligné que lui, avec les litiges fonciers, nous, ici au Sénégal, nous, on souffre de litiges fonciers. Les Hollandais qui sont aussi aujourd'hui retrouvés en Morolan, ils étaient à Bot-Sénégal, à Djamnyadjo, là où on était. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est fini par des bouts. Cette zone-là, elle faisait 150 000 tonnes par an en fruits et légumes. L'histoire, il faut remonter à l'histoire. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est que les Mauritaniens qu'ils puissent venir nous donner une surproduction en poisson. Ici au Sénégal, on souffre en poisson. Ce qu'on veut, c'est d'exploiter la filière viande ici au Sénégal. Ça ne doit pas être par via terrestre, mais on peut créer des boucheries pour venir ici au Sénégal, renforcer notre marché. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, c'est à nous de se lever, de faire face à la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas de faire des forums, finir par des casiers, non, non, non. Nous, on veut action. Nous, on veut action. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup. Je vais donner à la maman de l'autre côté et après deux autres personnes et on va clôturer. Alors, maintenant, qu'on soit straight to the point, direct, solution, sujet, verbe, complément. Simple, voilà. Merci. Merci, M. Diédiou. Je vais me présenter d'abord. Moi, je me nomme Madame Ramata Wade, présidente APCAT, Association pour la promotion des cultures africaines, holistiques et action de développement. Je salue tout le monde. Bon, mon intervention est portée d'abord de remercier les organisateurs qui ont organisé cette première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanien. D'après mon intervention et l'expo de Moussa Mbaye, sama jam bobu, man war de la Sante, bon, vraiment a été très pertinent. Bon, de Mohamed aussi l'a dit, les problèmes de foncier. Ce sont les problèmes de foncier qui est les problèmes vraiment phares, surtout avec les femmes et les jeunes. Tu sais que bon, moi je suis technicienne en agronomie. Bon, première bénéficiaires qui sont aptes avec Ngoudaba et Jacques Diouf. Bon, c'était moi la présidente, bon, la première bénéficiaire
qui est apte sur le micro-jardinage. Je suis technicienne, je suis formatrice en même temps. J'ai fait aussi l'agrobusiness. Raison pour laquelle je me suis dit, il faut que vraiment j'intervienne parce que c'est mon domaine. Et moi, je regroupe plus de presque 5000 membres qui sont au niveau national et international. La majorité des 3000 membres, ce sont des agriculteurs. Nous faisons l'agriculture rizière, le riz, l'horticulture, etc. Bon, je reviens sur l'intervention de mon fils là. Bon, avec Madame la Présidente, bon, d'après ce qu'il a dit, nous, APCAT, nous avons organisé des jeunes étudiants depuis 2023, 2024, 2022, 2023, jusqu'à 2024. Bon, ils sont actuellement en Casamance, à Bignona. Donc, ils ont vraiment aimé l'agriculture. Je les sélectionné, je les fais vraiment comprendre que l'agriculture, c'est les premières activités de développement que nous voulons et nous devons vraiment accéder, parce que qui dit agriculture avec un grand A, tu dis agriculture, élevage, pêche. S'il n'y a pas d'agriculture, tu ne peux pas élever tes animaux, tu ne peux pas aussi accéder à la pêche. Bon, je ne veux pas vraiment monopoliser la parole, parce que bon, j'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vais vous présenter, c'est pour la raison pour laquelle. Et ce que nos contraintes majeures, il faut aider les jeunes et les femmes à accéder à la terre. Il y en a qui sont dans les régions Matam, Ourossogui. Vraiment, ils m'ont demandé, ils m'ont écrit beaucoup de lettres de demande de soutien, surtout les étudiants là, actuellement ils sont en Casamance. Ils ont dit qu'après l'hivernage, ils vont procéder bon, avec l'horticulture. Les lettres, bon, je vais vous donner ça. Comme ça, pour aider les... Bon, je m'adresse à l'État et le ministre de l'Agriculture pour qu'ils puissent nous vraiment recevoir pour qu'on puisse le donner. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui tout cela. Je vous remercie tous. Merci. Il faut comprendre aussi que pour ce genre de forum, vous avez la latitude après de vous rapprocher de ces personnes et d'échanger en B2B. Manak yow, c'est Wolof. Léegi damay jox benn nit, une seule personne, et si elle est de nationalité mauritanienne, c'est encore mieux. Et le reste, les Sénégalais, vous allez attendre. Désolé ma sœur, on va, à moins que le modérateur accepte de faire une discrimination pour les femmes. Alors, monsieur et vous, et c'est terminé. Vous avez levé la main avant monsieur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est un homme. Si c'était une dame, il cède. Mais si vous êtes un homme, bon, ben, dites-lui ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie tous. Tout d'abord, permettez-moi brièvement de rendre un hommage à deux monuments de la fraternité des relations entre la Mauritanie et le Sénégal qui sont décédés, qu'on a perdus, mais qui restent gravés, dont la mémoire reste gravée dans nos souvenirs. Feu Ahmed Mokhtar Mbou et Feu Ahmed Hamza. Allah yarhamou. Voilà, ça je vous remercie. Pour autre chose, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aucun pays ne peut se développer sans avoir développé le secteur des assurances. Il faut regarder les pays développés, les chiffres d'affaires que réalise le secteur des assurances. Et que dans nos deux pays, il y a des types d'assurances qui ont été rendus obligatoires par la loi afin que les compagnies d'assurance puissent avoir l'équilibre financier nécessaire pour indemniser convenablement. Mais quand on regarde, tous les secteurs sont soumis au devoir de s'assurer. Si ce n'est pas l'obligation, au moins au devoir de s'assurer. Donc, ce qui est regrettable, c'est d'avoir, par exemple, des groupes très importants étrangers qui opèrent dans nos pays pour le pétrole, pour le gaz, pour les mines, etc. et qui placent le risque à l'extérieur alors qu'ils doivent être placés conformément aux lois. Nous, en Mauritanie, on a une loi, on a l'article 199 du Code des assurances qui interdit de s'assurer à l'extérieur pour des risques situés en Mauritanie. Une loi pareille existe aussi au Sénégal. Et ces lois-là doivent être appliquées
afin que ces marchés locaux puissent bénéficier convenablement. Parce que si vous développez le secteur des assurances, vous avez actuellement les États reçoivent des primes importantes pour les assurances contre les catastrophes naturelles. C'est parce que les bailleurs de fonds ont jugé utile qu'il y ait quand même des garanties en cas de catastrophe naturelle. Donc si par exemple les États vous aident à avoir des primes importantes pour les catastrophes contre les catastrophes naturelles, pour les assurances contre les catastrophes naturelles, c'est qu'elles savent que l'assurance est aussi importante. Donc nous demandons à ce que dans vos échanges et tout ça, que vous prenez en compte la nécessité que les groupes en gaz, en pétrole et les mines, etc., qui opèrent dans notre pays, que leurs primes d'assurance puissent partir vers le marché local. Comme ça, le champ de travail, d'application va être élargi, la main-d'œuvre sera plus importante à recruter, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Alors, le modérateur a dit qu'on peut passer la parole à une dame. Je voulais donner à 2 hommes, mais si vous ne pouvez pas, juste madame. Bonsoir. Je suis Sorna Mamdiara, je suis ingénieure en électromécanique et mes heures libres, je suis agriculteur. Alors moi, j'ai 2 points sur lesquels je voudrais vraiment rebondir. On a parlé de l'accès, la difficulté par rapport à l'accès au foncier, l'accès au financement. Mais je pense qu'il y a un problématique ou un problème majeur en amont, c'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui est recherche et développement. Aujourd'hui, si la production est faible, est-ce que si on n'a pas de ressources en matière de recherche et développement, comment on peut faire de sorte d'avoir une production ou un rendement meilleur? Aujourd'hui, les industriels qui attendent à côté et qui n'ont pas forcément la production nécessaire, cela est dû au déficit de recherche et développement. Et si on constate tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même pour les semences, on est obligé d'importer les semences, de les acheter très cher, et ça constitue un frein. Alors, le second aspect, c'est tout ce qui est infrastructure et logistique. Moi, si je suis au niveau de mon Lompoul là-bas, la production que je vais faire, ne serait-ce que pour le faire déplacer de Lompoul à Dakar, j'ai tous les problèmes du monde. Donc aujourd'hui, ma question est, si je dois le déplacer de Lompoul à Dakar, j'ai un problème, de Dakar en Mauritanie, qu'est-ce qui va se passer? Donc je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ces problématiques majeures, tout ce qui est logistique d'abord, parce que sans logistique, rien ne pourra se faire. Donc c'est ces 2 points sur lesquels je voulais vraiment rebondir. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Awa Soumaré. Je vais être très bref. Je vais d'abord commencer par des constats. On a beaucoup le Sénégalais à un esprit d'entreprise. Quand on a travaillé dans certaines structures, on voit beaucoup d'idées d'entreprises, mais qui finissent juste au stade de projet, qui ne sont pas mis en œuvre. Deuxièmement, on nous a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'argent. Mais comme les grandes entreprises, comme l'a dit tout à l'heure M. Barou, viennent avec leur argent, ceux qui ont réellement besoin d'argent, c'est les Sénégalais. Mais quand je prends le cas des partenaires comme la SFI, qui n'accompagnent que des entreprises qui ont des états financiers certifiés. Or, ceux-là ne font pas plus de 20%. Donc, il y a réellement un problème. Moi, j'invite juste à une chose, à ce qu'on fasse du out of the box. Ça fait 30 ans qu'on fait des choses qui ne marchent pas. Dans certains pays, les gens ont un jour inventé le partenariat public-privé, qui est l'intervention du secteur privé dans le financement du service public. Et c'est avec ça qu'on a fait l'autoroute. Ils l'ont inventé, ils l'ont utilisé, ils l'ont modélisé, ils nous le vendent aujourd'hui. Massalokul Dunan a été conçu avec un financement endogène. Donc on cherche quelque chose conforme à nos réalités. À ce que les gens veulent faire, mais qu'il soit, on n'attend pas qu'on vienne nous dire faites ça, et généralement c'est comme ça que ça se passe. Out of the box, voilà. Bonsoir, je suis 45 secondes sans cirer, voilà. Donc 45 secondes, je vais essayer de résumer au maximum, non sans remercier l'ambassadeur et l'excellence aussi Aziz Fashion qui nous a permis de participer à ça. Donc, je vais utiliser les 5 mots du forum. Finance, oui, finance, financement surtout participatif en matière d'agriculture.
Le E, ce serait de l'emploi qualifié et durable avec une transmission intergénérationnelle. Le S comme sécurité, mais surtout la sécurité foncière, comme on l'a dit. On ne peut pas avancer sans la sécurité foncière. Et les triples aussi. Sécurité de l'investissement, sécurité des personnes et des biens, mais surtout sécurité de la propriété donc foncière. Et enfin le M, qui n'est rien d'autre qu'une mutualisation de moyens. On ne peut pas avancer en agriculture sans se donner les mains entre gros agriculteurs. Et finalement, s'adonner à l'agriculture pour nous nourrir d'abord et pour nourrir les autres avec l'agrobusiness. Je vous remercie. C'est Maître Sow. Je suis notaire en Nouakchott. Tout est bien noté, monsieur le notaire. Alors, le SG va clôturer, dérouler, et puis voilà, on avance. Bon, moi, je peux me permettre de poser une question? Combien on payerait un jeune Sénégalais qui veut travailler dans l'agriculture, dans une ferme moderne, pour éviter qu'il ne pense voyager? En fait, ça dépend. Il y a des ouvriers agricoles, il y a les ingénieurs agricoles, il y a des cadres agricoles. Donc, tout dépend du niveau où est le jeune Sénégalais dans l'entreprise. Donc, le salaire d'un ouvrier agricole est différent du salaire du cadre. À peu près, c'est le salaire qu'on paye dans les entreprises agricoles. Non. À peu près, les jeunes perçoivent un salaire de 250 à 300 000 francs. Si c'est un jeune qui vient de l'école, qui n'a pas encore d'expérience, il peut percevoir entre 250 à 300 000 francs. Ouais. Pour les ouvriers, il faut compter entre 150 000 et 200 000. Monsieur Si, vous voulez dire quelque chose? Je disais qu'il faut faire la distinction entre le travailleur permanent et le travailleur saisonnier. Si je prends mon cas, moi j'ai trouvé les concurrents qui étaient à 3 000 francs par jour pour des ouvriers de base. Moi je suis à 4 000 francs le jour. Si c'est des ouvriers maintenant permanents, le salaire peut varier en fonction, entre 120 000 jusqu'à 200 000 francs, en fonction de la technicité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense Pierre Goudiaby Atepa et les autres, oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 200 000 pour un jeune qui veut travailler dans l'agriculture, c'est tenable, c'est raisonnable? Il ne peut pas répondre à cette question. Allez, SG. En tout cas, merci Ibrahim. Moi, je voudrais remercier en tout cas tous les participants. Donc, le ministre a été annoncé il y a de cela 10 à 15 minutes. Donc, je voudrais peut-être proposer que nous en arrêtions là. Et peut-être signaler qu'il y a, au terme un peu de ce panel, je pense qu'on peut noter une convergence de vues sur, en tout cas, la priorité à accorder à l'agriculture. Je pense que ceci est valable aussi bien pour le Sénégal que pour la Mauritanie. Pour des raisons de souveraineté, nous avons besoin de produire ce que nous mangeons et de manger ce que nous produisons. Ça, c'est important. C'est une question de souveraineté. Pour y arriver, je pense qu'il y a un certain nombre de contraintes qui ont été identifiées. Donc, premièrement, la question foncière, avec la précarité qui s'y attache. Je pense que ça, c'est aussi bien valable que pour la Mauritanie que pour le Sénégal. On nous signale que 10% des fonciers, en tout cas, seraient immatriculés en Mauritanie. Je pense que le Sénégal peut-être devrait être dans les mêmes proportions, si nous prenons en tout cas tout ce qui est terre, y compris les terres destinées à l'agriculture. Alors, la question aussi, la problématique du financement aussi a été soulevée avec beaucoup de contraintes en tout cas, qui sont liées à l'accès au financement pour l'agriculture. La question de la formation également, les questions logistiques, mais aussi surtout le soutien qui est attendu de l'État pour accompagner l'agriculture. Donc,
un soutien à renforcer, mais il faut aussi peut-être il faut mieux réorienter pour faire mieux de ciblage. Et peut-être last but not least, un traitement spécial et différencié pour les femmes et pour les jeunes. Ça aussi c'est important. Nous sommes des pays où en tout cas la problématique de l'emploi des jeunes en tout cas doit être mieux adressée, et l'agriculture offre en tout cas des opportunités réelles pour prendre en charge cette problématique, donc si chère à nos deux chefs d'État. Donc c'est sur ces mots que je voudrais en tout cas vous proposer donc en tout cas la fin de notre session, tout en remerciant de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à tout le monde. Merci. Merci SG, et vivement que l'industrie agricole se développe au Sénégal et en Mauritanie. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut investir dans l'industrie agricole. Parce que tous les produits que l'on consomme dans les grandes surfaces nous viennent malheureusement des continents tels que l'Europe. Merci à Pape Modi, merci à M. Barrault, merci à Mme Bey, merci à M. Diassé. Il va falloir qu'on finisse, Madame la Présidente. Et après, je vous suggérerai de faire du B2B, de vous rapprocher. Madame, votre idée est géniale. Les scientifiques de l'autre côté, le trio là. Et rapprochez-vous de SG, de l'agriculture, et je pense qu'il pourra travailler avec vous. Et surtout, acceptez de prendre les appels des entrepreneurs et recevez-les pour discuter, orienter, encadrer s'il le faut. Parce que vraiment, ces jeunes-là qui prennent la pirogue, c'est dégradant, c'est une honte pour le continent. Et je pense que tous les leaders, quel que soit le secteur, devraient travailler. C'est pour ça que j'ai posé la question sur le salaire des jeunes. Faites en sorte que les jeunes puissent avoir le minimum de confort nécessaire ici, chez soi, au Sénégal.